Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Avec moi, on parle d'immaturité émotionnelle, de négligence émotionnelle et d'abus émotionnels et psychologiques. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui s'est produit dans ma vie et dans le passé et qui se produit souvent dans les relations immatures qu'on a avec certaines personnes. On veut savoir, mais pourquoi on reste dans une relation toxique avec une personne qui nous cause de terribles souffrances? Par exemple, avec une personne qui nous trompe, qui nous ment, qui nous manipule, qui nous humilie, qui salit notre réputation ou qui va nous contrôler par toutes sortes de moyens, voilà. Je suis restée là-dedans 5 ans avec une personne comme je viens de décrire. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. Alors, pourquoi on reste? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour ne plus avoir assez d'autorité sur soi pour partir, pour quitter, pour dire « ça suffit, je me respecte ». Donc, on entend dire que « c'est la peur d'être seul qui nous maintient dans la relation ». Ça ne doit pas être si pire que ça, hein? Tu dois être aussi coupable que lui hein? Ou que elle, hein? Un couple, ça se fait à deux, on entend ça souvent. On entend dire que c'est parce qu'on l'aime, on entend dire que c'est parce qu'on veut changer l'autre, on veut qu'elle devienne ou qu'il devienne meilleur, on ne veut pas se sentir jugé, alors on reste, hein, la peur de se séparer, de dire que nous, on se sépare pendant que les autres restent ensemble. On entend toutes sortes de choses. On ne veut pas perdre non plus les groupes d'amis qu'on crée dans nos relations, alors on reste. Dans tout ce que je viens de dire, il n'y a rien de faux. C'est possible. C'est ce que je viens de dire, ça arrive, on pense parfois comme ça fait partie des raisons qui peuvent nous aider à nous agripper à nos relations. Mais souvent, c'est pas vraiment la raison principale quand on parle d'abus. Lorsqu'on se retrouve en couple avec une personne émotionnellement et psychologiquement abusive, qui est hautement immature nécessairement, on est aussi en couple avec une personne, et là, écoutez ce que je vais dire, on est aussi en couple avec une personne qui sait très bien créer des tourbillons émotionnels qui sont imprévisibles parce qu'elle ne contrôle pas ses propres émotions. On est aussi avec une personne qui sait utiliser les mots pour nous rendre dociles, et perdus et mélangés et tout ça. On est aussi avec une personne qui sait utiliser nos sentiments pour qu'on approuve sa réalité, ce qui nous fait oublier notre réalité. On est avec une personne qui sait utiliser notre empathie pour qu'on donne et qu'on se donne toujours. On est une bonne personne après tout. Hein? On est aussi avec une personne qui utilise le sentiment de culpabilité. Hein? Dès qu'on impose des limites, mais pour qui tu te prends? Oh mon Dieu, t'es pas ouvert d'esprit. Hein? On est aussi avec une personne qui va utiliser les autres pour nous faire taire. Donc, devant les autres, ils vont faire des choses qui nous humilient, qui nous gênent. Alors, on va vouloir se cacher, donc chercher la chicane devant les autres, rire de nous devant les autres. Donc, nous, on ne ferait pas ça, ils le savent très bien, alors ils en profitent. Ils vont se montrer supérieurs à nous devant les autres. Alors, quand on vit avec une personne émotionnellement immature, à très haut niveau, évidemment, on ne vit pas avec les comportements d'une personne. On vit avec une personne qui, avec le temps, a utilisé ses comportements pour modifier notre esprit, et cette personne a réussi à dominer ce qu'on est dans notre essence sans même qu'on s'en rende compte. J'ai déjà dit à un psychologue, écoute, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à partir. Je suis une personne indépendante, j'ai pas peur d'être seule, j'ai pas peur de laisser des gens, j'ai toujours été comme ça. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne m'a jamais gênée, j'ai jamais eu peur. Alors pourquoi je suis là? Elle n'avait aucune réponse pour moi. Alors aujourd'hui, je comprends qu'elle n'avait pas les outils, le vocabulaire pour aider une personne qui était prisonnière psychologiquement de l'abus. Et vous allez voir plus loin dans la capsule ce que je veux dire par là. Mais bref, on revient à ce que je disais. Quand vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous ne pouvez pas partir, c'est comme si vous étiez retenu par des chaînes invisibles, figées là. C'est que vous avalez vous avalez les mensonges, vous avalez tout, mais c'est parce que vous êtes coincé dans une tornade. Vous tournez avec la tornade. Le vent pousse tellement fort, souffle tellement fort, il vous fait tourner. Et même si vous tentez de vous accrocher à l'extérieur de la tornade en tendant les bras, hein, vous vous accrochez à une pensée positive, ça ira mieux, je vais m'en sortir. Une personne qui veut vous aider, elle vous parle, elle essaie de vous dire combien vous devriez vous en sortir. Vous lisez des dizaines et des dizaines de
livre de développement personnel, un psychologue, un parent, mais il n'y a rien qui fonctionne parce que le vent, il est trop fort. Le vent ne peut pas vous arrêter de tourner. L'esprit, le cerveau, même le système nerveux, hein, ils sont, tout ça, c'est coincé dans la tornade. Et la seule façon de s'arrêter de tourner, de se sortir de cette tornade, c'est si le vent lui-même s'arrête. Mais ça n'arrive pas. Le vent, c'est la manipulation. Ça ne s'arrête pas. Le vent, c'est les mensonges. Ça ne s'arrête pas non plus. Le vent, c'est l'humiliation. Ça ne s'arrête pas. Le vent, c'est la coercition mentale. Ça ne s'arrête pas. Rien n'arrête. Donc, la seule option qui nous reste, c'est nous. Mais pourtant, nous, on vit toujours dans la tête, dans l'espoir que les mensonges, les tromperies, la manipulation, le dénigrement, notre réputation qui est salie. L'effort, il est si grand de toujours combattre ceci, le combat, là, il est si important qu'il ne reste plus rien en nous pour arriver à trouver une solution. Donc, on doit se protéger de la tempête presque tout le temps. Notre énergie est toujours mise au même endroit, c'est-à-dire se maintenir en vie, se sortir la tête de l'eau. Et quand il y a accalmie, enfin, là, on prend du repos parce qu'on est épuisé, le système nerveux prend du repos, le cerveau prend du repos, l'esprit en peut plus. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, je vais prendre du repos, je vais me calmer. Mais le problème, c'est que plus tard, ça recommence. Et là, on a baissé les bras un tout petit peu, et oups, c'est reparti. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, écoutez ce qui s'en vient. On va parler de la fonction de notre cerveau. Quand on est dans une relation abusive, il y a une tactique qui est utilisée, et par les abuseurs, évidemment, et c'est la technique que j'appelle « je suis assez intelligent pour savoir quand arrêter pour ne pas perdre le contrôle sur toi ». Ou si vous préférez, le renforcement intermittent. Bon, l'un ou l'autre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils savent intuitivement quand être bon et quand être mauvais. C'est dégueulasse, hein? Mais c'est ça. Par exemple, vous cessez de lui parler, vous ne répondez plus à ses textos ou à ses appels. Là, la personne sait très bien qu'elle est en train de perdre le contrôle sur vous et ça, c'est insupportable. Alors, c'est à ce moment qu'elle utilise vos points faibles pour vous retenir. Si vous aimez parler, elle va vous parler comme vous l'aimez. Si vous aimez le romantisme, elle sera romantique. Si vous aimez les poèmes, elle va vous en écrire. Il n'y a pas de problème. La personne va utiliser tout ce qu'il faut pour vous amadouer. Tout est possible. Ils partent du coq à l'âne, du pôle, ils sont au pôle opposé toujours. Et j'ai utilisé un exemple très simple, c'est évident, là, si vous arrêtez de texter, tout ça, c'est quelque chose de facile, de simple que vous pouvez faire, qui va y avoir répercussions, c'est certain, je vous le dis. Mais ça pourrait être pire, comme dans l'abus physique aussi. Ça aussi, c'est la même tactique, la même chose, hein, la personne qui vous frappe en plein visage et qui va vous acheter des fleurs. C'est l'habitude qu'on a de voir ces comportements-là. Donc, dans un instant comme celui-là, vous vous dites, ben wow, ça y est, il a tout compris, elle a tout compris, ça y est, ça va changer maintenant. Donc, vous allez vous penser comme dans un film où le voyou, hein, le bum, devient le prince charmant. Non, ça n'arrive pas. C'est pas possible. C'est un fantasme qu'on se crée. La deuxième chose, prenez des notes s'il le faut. La deuxième chose qui se produit, c'est ceci. Il y a un lien traumatique qui se crée entre deux personnes. On ne peut pas se quitter comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'on a construit tout ça. Tu m'as rendu meilleure. Tu m'appartiens. On est deux âmes sœurs. Tu vas me sauver, c'est toi, mon sauveur. On y était presque là. On y était presque. Ça fait des années qu'on tente de réparer ça. On a passé au travers de tout ça. On y est presque. On vit avec l'espoir, hein? Donc, c'est un cycle de « je t'abuse », oui. Mais tu vas me sauver. Et comme je disais tout à l'heure, la tornade qui s'est installée dans notre cerveau n'arrive plus à utiliser la logique. Est-ce qu'on est logique quand une voiture passe à 2 cm de nous? Non, on réagit, hein? Bien, c'est sûr que l'exemple est tiré par les cheveux, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu la même chose. On est toujours en mode protection, réaction. On est réactif.
Donc, le cerveau, il est, écoutez ce que je vais dire, Stockholmifié. Dictionnaire Lacombe, vous pouvez le trouver sur mon site web. C'est peut-être pas le meilleur à suivre en passant. Donc, on vit dans le syndrome de Stockholm. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi, allez chercher ce que c'est parce qu'il y a des points très importants à l'intérieur de ça. Il y a une description très définie qui ne s'arrête pas à voir son abuseur ou celui qui nous tient, qui nous a kidnappés, peu importe qui c'est, là, on le voit comme une bonne personne au final. Donc, ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se produisent dans ce syndrome-là qui sont très intéressantes. On le voit beaucoup avec des enfants qui ont des parents narcissiques, abuseurs, manipulateurs. Je vous le dis, c'est important de le savoir. Donc, on vit dans le syndrome de Stockholm un peu, on est en transe avec notre couple, dans notre couple, avec notre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Donc, notre empathie nous garde dans une forme de loyauté ou d'attachement qui est extrêmement perverse. Donc, plus rien n'a de sens, mais c'est pas grave, parce que la séduction, quand elle est là, c'est enivrant. Et c'est à ça qu'on s'accroche, en fait. Et je vais aller plus loin dans ma démarche pour vous expliquer pourquoi on reste dans nos relations toxiques, même si l'abus, c'est indignant, c'est dégueulasse, disons-le. Quand on reçoit la séduction, l'amour de la personne qu'on aime, il y a une libération de dopamine qui s'effectue et qui est liée, donc c'est biologique, c'est chimique, vraiment ça se produit, et qui est liée aux sensations de sentiments de plaisir. Donc le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il relie le corps, la dopamine, ce qu'il ressent, au partenaire et à l'idée de plaisir, parce que oui, les up and down, vous savez comment ça se produit, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Alors lui, il sait que c'est bon et que cette personne-là, elle est bonne, il fait des liens, et puis là, oups! Il dit, bah, c'est beau, tout est beau. Mais non seulement ceci, c'est pas tout. Non seulement la dopamine est produite quand on pense à cette personne-là, mais on a remarqué scientifiquement que la dopamine nous envoie le message de plaisir, mais la dopamine coule encore mieux lors de renforcement intermittent. Ah! Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui se produit dans un couple. Le renforcement intermittent. Je sais exactement quand être bon, quand être mauvais. N'est-ce pas? Je suis bon, je suis mauvais. Et là, on attend toujours le moment qui est bon. Donc, j'imagine que c'est parce qu'on attend finalement cette fameuse récompense, n'est-ce pas? Ce fameux plaisir. C'est comme un peu quand on part en voyage, qu'on attend impatiemment le jour J, l'anticipation, n'est-ce pas? Elle est grande cette anticipation. Et quand le jour J arrive, ben, on est surexcité. Hein? Quand vous étiez enfant, vous vous en rappelez. Ben faites-vous le lien, c'est un peu la même chose. Je me sens tellement comme de la merde quand il est comme ça aujourd'hui. Mais ça va se terminer, je le sais que ça va se terminer, ça s'en vient, ça dure 3 jours, peut-être une semaine au maximum, mais ensuite il va réaliser, il va s'excuser, il va dire que ça n'a pas de bon sens, on y arrive, une autre crise, mais c'est parce qu'on avance. Et puis là, hop, la joie revient parce que là, tout à coup, il est de bonne humeur, il a besoin de quelque chose ou elle a besoin de quelque chose. Et le sentiment d'être vu, c'est bon, la séduction, c'est extraordinaire. On a été récompensé d'avoir attendu, d'avoir anticipé ce moment. Et là, on fait tout pour ce que ça dure. Comprenez-vous comment un cerveau peut être manipulé? Et la seule façon de s'en sortir, c'est de se retirer soi-même de force ou que l'autre qui se sera trouvé un nouveau jouet, parce que je vous le dis, on est tous des jouets à ses yeux. On est tous des objets, des jouets à ses yeux. Vous, la prochaine, le prochain, c'est la même chose. S'il part de lui-même, c'est là où ça stoppe. Et une personne abusive ne veut pas être seule. Donc, il y a peu de chances qu'elle vous quitte pour rien. C'est pas possible. Je pense pas. Bref, ça peut arriver, mais c'est parce qu'il y aura autre chose de plus important. Elle doit avoir le pouvoir sur une personne, ou du moins, elle garde le pouvoir sur vous, même si elle n'est pas avec vous. Il doit y avoir une fonction de pouvoir. Elle va vouloir sinon se venger. Peut-être que c'est pour se venger qu'elle fait ça. Elle va vouloir vous démontrer que c'est elle qui est meilleure que vous. Elle va vouloir que vous ayez mal. Ça peut être une des raisons. Moi, je vous le dis, il m'a déjà dit complètement défait quand il a vu que j'avais passé à autre chose, qu'il ne me faisait plus rien, hein, après qu'il soit parti avec sa seconde secrétaire et de nombreuses tromperies.
Je pensais que tu étais pour me pleurer pendant au moins 1 an. OK. Lui, il s'attendait à ce que je souffre pour lui. Il espérait que j'ai mal. Qui veut voir une autre personne souffrir, avoir mal, sauf peut-être un narcissique, un sociopathe, un psychopathe? Ça fait pas de sens, hein? Donc, il s'idéalisait tellement comme un être que toutes les filles s'arracheraient. Un Dieu qui ne pouvait pas croire que j'en étais pas là. Oh, quelle désolation! Donc, imaginez comment ces gens-là peuvent vous utiliser pour flatter leur ego. Nous ne sommes que des objets, que des jouets qui leur servent à combler le grand vide intérieur, leur manque intérieur. Ils recherchent toujours la personne qui va les idéaliser et qui va se plier à ces exigences d'être perçue comme fantastique, extraordinaire. C'est un Dieu. Je sais même plus quoi dire. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Jamais, jamais, jamais que ce soit avec vous, avec une autre personne, il n'y a aucun amour. C'est de la domination émotionnelle et psychologique. C'est le pouvoir, c'est le besoin d'être mis sur un piédestal. C'est ce qui les motive. Donc, vous aurez un deuil à faire. Vous allez devoir faire le deuil de l'idéalisation du futur que vous vous êtes construit dans votre tête, mais surtout qui a été nourri par eux. Ce futur a été surtout nourri par eux parce que vous allez vous retrouver ou vous retourner un jour, vous allez dire, mais je suis pas du genre à croire trop aux contes de fées. Pourquoi tout à coup je me suis fait embobiner à croire que un cheval blanc m'attendait, je sais pas là. Mais c'est ça, c'est qu'il alimente ceci en vous constamment. Oh non, mais dans le futur, nous, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune et je voulais avoir un autre enfant. Il me tenait avec ceci. Oh oui, on va en avoir un autre. Il n'avait aucunement l'intention d'en avoir un. Pas du tout. Alors, je vous le dis, c'est pas facile. Un deuil, ce n'est pas facile. Ça fait mal, un deuil. Et le problème, c'est que ça va vous paraître l'enfer. Et pour éviter ce deuil, vous serez tenté de passer par autre chose, c'est-à-dire de vous blâmer, de vous dire que finalement, c'était peut-être pas si pire, je suis le problème, que finalement, ça fait trop mal vivre sans elle ou sans lui, ça fait vraiment mal. Et c'est là que vous êtes fragile, et c'est avec ces sentiments que l'autre personne va jouer. Et ça va jouer contre vous. Donc, il va faire exactement ce qu'il faisait avec vous dans votre dos, avec les autres personnes. Vous allez être Stockholmifié à nouveau. Il va parler dans le dos de son nouveau gadget, vous dire à quel point vous êtes, vous, merveilleux, merveilleuse. C'est vous, la merveille du monde. Vous dire que l'autre, elle est insupportable. C'est ce qu'il me disait. Vous dire que c'est impossible de perdre une personne comme vous, que vous êtes sa flamme jumelle. Elles sont prêtes à vous proposer tout ce qu'il faut pour garder le contrôle sur vous. Donc, votre bonheur, je vous le dis, ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Rien. Ce ne sont que des paroles vides et sans émotion. Les émotions que vous pouvez observer sont apprises. Les émotions que vous pouvez observer sont apprises. C'est physiquement appris. C'est une mimique. C'est tout. C'est la même chose que si on apprenait à jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Ce ne sont que des apparences. Il a pleuré, il m'a dit que j'étais la seule, que c'était cette nouvelle... je vous le dis, cette nouvelle fille-là, elle était ennuyante, elle était stupide, sans cervelle, qu'elle était... Ça m'a marqué. Qu'elle était insupportable à vivre, qu'elle était malade et que ses médicaments la rendaient sans émotion, qu'il voulait me garder pour continuer notre relation à 3. Je vous épargne les mots. Il m'a dit « Je veux pas perdre ma Sandra ». Parce que je lui appartiens, hein? Parce que là, il perd le contrôle sur moi. Il m'a écrit un poème, il m'a envoyé des courriels. Quand je l'ai bloqué, il a trouvé la seule façon de me rejoindre pour me parler de mon fils, parce que mon fils, c'est un point faible, n'est-ce pas? Je l'aime, mon fils. Donc, si on parle de mon fils, c'est une bonne chose, mais là, j'avais déjà décroché. Et quand j'ai pas fondu pour lui, j'ai dit, ça suffit, là. Là, j'ai dû dire que c'est un malade, j'ai dû le dire, je vous le cache pas. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais vient un temps où on est tanné. T'es malade.
arrête de m'appeler. Et la seule chose qu'un narcissique ou un manipulateur va dire pour se déculpabiliser ou se faire, en fait, oui, se déculpabiliser, mais surtout pour garder une forme de domination émotionnelle sur vous, donc c'est-à-dire se faire passer comme une personne stable pendant que vous êtes instable, il va dire ceci: « Mon Dieu, que tu es en colère. » Alors, tous les moyens sont utilisés. Sauf que là, pendant qu'il tentait de me manipuler, j'ai pas entendu un homme qui était qui était pauvre lui, coincé dans une relation toxique avec une femme folle et dérangée. Oh, pauvre toi, reviens-moi. J'ai vu exactement ce qu'il me faisait dans mon dos pendant ces nombreuses années et pourquoi tout le monde pensait que j'étais folle. Donc, le pattern reprenait. Le cycle est toujours le même. J'avais enfin la preuve. Et moi, c'est ça que j'attendais ça. Ça faisait des années que j'attendais la preuve que j'étais pas folle, que je n'hallucinais pas. C'est dommage, hein, mais on perd notre intuition dans une relation abusive. Et j'ai toujours été très intuitive et j'avais raison, mais je sais pas pourquoi, j'avais besoin de preuves. Mon erreur. Donc, je sais que c'est un vrai malade. Ça s'est terminé là pour mon deuil. Pour moi, ça s'est produit comme ça. J'aurais pu être Stockholmifiée à nouveau. Mais là, ça s'est arrêté. Oh, merci. Donc, des années plus tard, je vois que j'ai été chanceuse parce que si j'avais eu une blessure, si j'avais eu un manque à ce niveau-là, j'aurais pu continuer le jeu, devenir la troisième femme. Mais pour moi, la monogamie, c'est tellement une valeur extrêmement profonde, intense. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Alors, j'ai pas mordu à l'hameçon à cause de ça. Donc, il faut s'accrocher à soi, à ce qui est vrai pour soi et lister nos valeurs dans ces cas-là. Quelles sont mes valeurs? Parce que là, je dois m'accrocher à quelque chose. C'est quoi mes valeurs profondes? Est-ce que vraiment je vais me laisser tomber, me manquer de respect pour une personne qui est malade? Est-ce que je vais faire ça? Donc, ça facilite la continuité sans l'abus, sans la dopamine aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. L'une des raisons qui peut expliquer qu'on n'a pas la force de se dégager de ces relations, c'est la négligence émotionnelle qu'on a subie dans l'enfance. Je vous invite donc, si vous le voulez, à vous rendre sur mon site et à compléter le quiz qui vous dira si vous avez été émotionnellement négligé dans l'enfance. Vous obtiendrez le tout sur sandralacombe.com. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.